Bonjour et bienvenue dans Entreprendre quelle idée, le podcast du réseau Petit-Fils qui vous aide à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Je m'appelle Steven Lambert et ensemble, nous allons découvrir les histoires d'entrepreneurs qui se posaient les mêmes questions que vous avant de se lancer dans le secteur de l'aide à domicile. Ils ont tous des parcours bien différents, mais tous ont également un point commun, la fierté d'avoir donné plus de sens à leur carrière. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager notre podcast via des plateformes d'écoute telles que Ocha, Spotify, Google Podcast, Deezer ou encore SoundCloud. Vous nous retrouverez également sur les réseaux sociaux de Petit-Fils via LinkedIn, Instagram et Twitter, mais aussi sur le site internet franchise.petit-fils.com. Et aujourd'hui, nous accueillons Katia Montes, qui depuis le 2 mars 2022 est l'heureuse directrice de l'agence d'aide à domicile Petit-Fils de Draveil. Katia a une particularité, elle a entièrement construit son projet entrepreneurial avec son mari Cristiano, avec qui elle travaille quotidiennement au sein de son agence. Sa venue est pour nous l'occasion de comprendre comment il est possible de combiner sa vie de couple avec son projet entrepreneurial. Dans cet épisode, nous recevrons également Noémie Hamoudi, associée chez KPMG France, qui est la société leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable. Ensemble, nous tenterons de lister les questions que doit se poser un couple d'entrepreneurs au moment de lancer son projet commun. Entreprendre quelle idée ? Ça commence maintenant. Et sans plus attendre, nous accueillons Katia, à qui nous avons beaucoup de questions à poser. Bonjour Katia. Tu es née en 1980. Oui. Tu es mariée à un certain Cristiano. Oui. Tu as aussi 2 enfants. Oui. Ils ont 11 ans et 2 ans et demi. Et mon fils avait à peine 1 an et demi quand on a décidé de se lancer dans l'aventure Petit-Fils. D'accord. C'est 2 garçons ? Une fille de 11 ans et un garçon de 2 ans et demi aujourd'hui. J'imagine que lancer un projet entrepreneurial déjà de base, c'est quelque chose d'important. Le lancer avec un enfant de 1 an et demi, c'est encore autre chose. C'est certainement l'un des aspects les plus difficiles et celui sur lequel on a peut-être le moins anticipé. Ce projet, tu l'as construit en commun avec ton mari, Cristiano. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, on va se lancer à 2 dans ce projet ? En fait, on ne s'est pas dit du jour au lendemain, on se lance, on va faire un truc ensemble. Cristiano et moi, c'est un parcours de 20 ans. 20 ans qu'on est ensemble, on a des enfants, comme je l'ai évoqué, mais surtout, on avait déjà finalement eu pas mal de petits projets personnels qu'on avait menés, notamment dans l'immobilier. Et on a, dans notre couple, toujours eu un mode de fonctionnement où je dirais qu'on était plutôt partenaires. Partenaires parce que on a finalement une complémentarité dans nos caractères et dans nos compétences. Donc finalement, je dirais que moi j'ai toujours été un peu la porteuse de projets, les idées, les envies de faire des choses, un peu plus sur l'aspect, je dirais, stratégique. Et c'est vrai que mon mari a un côté un petit peu plus posé et pragmatique peut-être, et beaucoup plus dans l'opérationnel. Donc en général, je dis toujours dans ma vie perso, quand j'ai une idée, il me la réalise. C'était presque une évidence qu'on devait le faire ensemble. On avait cette envie d'arrêter nos carrières de manager. On était tous les 2 managers, mais dans des univers très différents. Et on avait le sentiment et surtout le besoin de concrétiser quelque chose aussi dans notre vie professionnelle. Tu me parles du fait que vous travailliez avant dans un autre domaine. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu faisais avant de travailler dans l'aide à domicile et peut-être aussi ce que faisait Cristiano avant de travailler dans l'aide à domicile ? Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le retail. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter comme directrice régionale pour différents groupes français. Donc, je gérais une 20aine de directeurs de magasins. Et mon mari était responsable logistique pour des grands groupes dans le bio et de la grande distribution. Est-ce que tu avais des craintes particulières par rapport au fait de te lancer avec ton conjoint ? Alors, me lancer avec lui en me disant est-ce que j'ai des craintes sur l'aspect purement relation entrepreneuriale, j'en ai jamais eu parce qu'on fonctionnait déjà finalement comme ça. On avait une répartition des tâches qui était déjà finalement celle-là depuis 20 ans. Donc je me suis juste dit on va transposer nos envies et on va aller jusqu'au bout de ce qu'on a construit dans notre vie privée. Ça, j'avais pas de crainte. Par contre, oui, j'ai eu des craintes par rapport à l'aspect financier.
Parce que là, je me suis dit, on va mettre tous les œufs dans le même panier. Et à un moment donné, quand on est salarié, quand on a une vision très salariée, on se dit mince, et si ça marche pas, comment on va faire? Comment on va s'en sortir? On a des enfants en bas âge, on a des responsabilités, on a un crédit, on a, enfin voilà, comme beaucoup de Français, voilà, sur la maison. Comment on va faire pour s'en sortir? Ça a été une crainte. Finalement, tout ça, on a pris le temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, ça s'est fait sur plusieurs semaines. Et puis aujourd'hui, ce qui pouvait être une crainte au départ, clairement, en fait, où est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va autant croire que vous à votre projet, qui va être, entre guillemets, corvéable à souhait? En fait, c'est une force de commencer à deux. En fait, c'est une vraie force. Il faut... Enfin voilà, aujourd'hui, moi, ma vision d'entrepreneur, c'est de me dire, waouh, mais en fait, ça a été une super opportunité. On l'a dit, l'entrepreneuriat, il y a forcément des moments de doute. Et j'imagine que lorsqu'on est à deux, lorsqu'il y en a un qui doute, le deuxième est là justement pour le maintenir à flot. Ben, c'est exactement ça, en fait. Il faut savoir que le chemin de l'entrepreneur est un chemin qui est très fluctuant. Parce que un jour, on a une bonne nouvelle, donc on est content, on a avancé sur un sujet. Et puis demain, on en a 2 ou 3 mauvaises. Et il faut être capable de gérer ça. C'est un stress qui est très, très intense, en fait. Et le fait d'entreprendre à deux, sur cet aspect-là, puis quand on a une connaissance de l'autre aussi importante, forcément, on se comprend, on se connaît et on est capable de, comment dirais-je, de se soutenir, en fait, moralement. Et voilà, et physiquement aussi, quand l'autre a besoin de se reposer un petit peu, il y en a un qui va prendre un peu plus le lead. Tu nous disais tout à l'heure que toi et Cristiano, vous étiez très complémentaires, notamment dans le travail. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment concrètement aujourd'hui quels sont vos rôles au sein de votre agence? Alors, de toute façon, dès le départ, on avait, entre guillemets, une feuille de route. Je pense que comme dans tout partenariat, et le couple, non, finalement, c'est une projection un peu plus personnelle, mais il faut un porteur de projet, un décisionnaire. Et je pense que dès le début, ça a été quand même mon projet au départ. Mais en même temps, je n'y serais jamais allée si j'avais pas le soutien inconditionnel de mon mari. C'était juste essentiel pour que je me lance. Et finalement, le projet était tellement, nous a tellement enthousiasmés que même lui, naturellement, il a voulu se positionner. Aujourd'hui, je reste, entre guillemets, sur la partie un peu plus stratégique. Donc, c'est moi qui gère d'abord les prospects, donc toute la partie prise de contact. Je m'occupe de la coordination, donc la gestion des plannings et la partie facturation. Cristiano, je dirais qu'il développe beaucoup plus l'aspect commercial de l'entreprise. C'est lui qui est en contact avec les prescripteurs clients, les prescripteurs RH. Il m'a beaucoup aidé au démarrage sur la partie aussi RH et sourcing des auxiliaires de vie. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui prend le relais sur cet aspect. Et puis, tout ce qui est fly, boitage, toutes ces actions un petit peu de marketing, ça, c'est beaucoup plus Cristiano qui gère tout cet aspect-là, qui sont vraiment fondamentaux quand on se lance et quand on cherche à avoir un peu de notoriété. Aujourd'hui, vous avez 2 collaborateurs. Comment ça se passe au niveau du management? C'est plus toi qui t'occupes de ces 2 collaborateurs? C'est plus Cristiano? Quel est votre fonctionnement? Dans le quotidien, je dirais que c'est un peu plus moi, parce que je suis tout simplement un peu plus au bureau, de par ma fonction, en fait. Donc, je dirais que naturellement, c'est quand même plus moi qui les manage. Maintenant, ça reste une petite équipe, donc on a vraiment un esprit familial. L'une d'entre elles a mon âge, l'autre est beaucoup plus jeune, puisque elle est alternante. Mais je dirais que c'est un peu plus moi dans le quotidien. On parle depuis tout à l'heure du fait de travailler ensemble, que ça se passe plutôt très bien parce que vous avez un mode de fonctionnement complémentaire. Comment on fait pour bien séparer sa vie professionnelle et sa vie privée quand on entreprend en couple? Je pense que c'est compliqué de cloisonner, en fait. Un petit-fils est quand même rentré au sein de la famille, même les enfants.
Petit-fils, maman, tu vas chez petit-fils, maman, tu travailles, tu vas au travail, tu vas à la polyclinique. Enfin, voilà, c'est rentré. Ça fait partie, en fait, aujourd'hui, de notre vie, de notre famille. On ne l'a pas cloisonné. Finalement, on ne ramène pas de négativité à la maison, en fait. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de manière très pratique votre fonctionnement aujourd'hui pour vous organiser? Parce que, comme on l'a dit, tu as un enfant en bas âge. Donc, comment ça se passe aujourd'hui pour que justement l'organisation et de l'agence et de votre famille se passe pour le mieux du monde? Moi, je me lève très tôt, donc je gère en général la grande et je la dépose au collège. Et dans la foulée, vu que le collège est à 150 mètres de mon agence, je pars à l'agence. Cristiano gère le petit, donc le prépare, donc se lève un petit peu plus tard, le dépose chez sa nounou. Et ensuite, c'est lui qui va récupérer en général les enfants et qui va gérer toute la logistique à la maison. Ce qui me permet, moi, pleinement de gérer la logistique au niveau de l'agence. Et donc finalement, des deux, je crois que c'est pas moi qui est la plus frustrée. Je crois que c'est lui, parce que parfois, il aimerait terminer certaines choses et puis non, il y a les enfants. Mais ça, finalement, ça a été établi comme ça. On a fait en sorte de positionner aussi notre agence dans la ville où nous habitons et ça facilite aussi cette gestion-là. Et du coup aussi, une question très pratique, si à un moment donné, vous avez envie de prendre quelques jours en famille, tous les quatre ensemble, comment ça se passe au niveau de l'organisation avec l'agence? Pour notre premier été, depuis le lancement de l'agence, Cristiano est parti pendant un mois en vacances avec les enfants. Moi, je les ai rejoints pendant une dizaine de jours. Je venais de recruter pas très longtemps avant notre première collaboratrice, donc j'ai pris le temps de la former pendant un mois et demi. Et je me suis autorisée 10 jours. Et j'estime que pour quelqu'un qui vient de lancer son agence, au cours de l'année, pouvoir prendre 10 jours de vacances avec les enfants, c'est déjà plutôt une sacrée chance, quoi. Donc, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Qu'on entreprenne seul ou en couple, à un moment donné, ça demande peut-être certains sacrifices. Moi, j'estime que j'ai été chanceuse de pouvoir partir 10 jours, de retrouver ma famille. Alors, tous les jours, j'avais ma collaboratrice au téléphone, mais j'ai pu quand même m'excentrer un petit peu. Et est-ce que vous avez des rituels de famille particuliers le week-end, par exemple? Est-ce que vous avez des rituels particuliers pour justement couper du quotidien que vous avez en commun? Alors, des rituels aujourd'hui, au niveau des week-ends, non. J'avoue que au stade du développement de mon entreprise, j'ai pas pu encore vraiment mettre ça en place. En revanche, depuis septembre, comme on a 2 collaboratrices qui viennent de terminer leur formation, l'idée, c'est de mettre en place des week-ends d'astreinte où à partir de maintenant, je vais pouvoir, moi, totalement décrocher du téléphone et où on va pouvoir peut-être remettre des sorties ensemble, des choses où je me dis pas, mince, il faut que je garde mon téléphone en permanence à côté de moi, je peux pas aller au cinéma parce que si j'ai une urgence, si j'ai quelque chose à gérer, je pourrais pas être disponible. Mais ça, voilà, ça se fait step by step. Là, on va mettre en place les week-ends d'astreinte et puis on va pouvoir, comme n'importe qui d'autre, finalement, être pleinement disponible pour notre famille. Et je me posais aussi une question. Est-ce que dans votre entourage proche, il y a eu des réactions qu'on pourrait qualifier de négatives au moment où vous avez dit on souhaite se lancer ensemble? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont dit ah, voilà, faites attention, c'est difficile? J'avais déjà fait une tentative il y a une dizaine d'années de me lancer en franchise, pas dans le même secteur, et j'en avais beaucoup plus parlé. Et les gens, il faut imaginer quand même que les gens à qui vous en parlez sont des gens bienveillants vis-à-vis de vous. Et forcément, quand on a des postes à responsabilité ou on a un certain confort financier, ils se disent oh là là, mais ils savent pas dans quoi ils se lancent, c'est pas possible, il faut que je les mette en alerte. Et donc, ils sont bienveillants, sauf qu'à un moment donné, moi, j'en ai très peu parlé pour petit-fils. L'idée a fait son chemin. Et c'est à un stade où j'étais déjà relativement avancée que j'en ai parlé à mes proches. Et quand je dis mes proches, c'est mes parents, ma sœur et, on va dire, nos meilleurs amis. Donc, j'en ai très peu parlé.
Et quand j'en ai parlé, je l'ai parlé à un moment donné où déjà les choses étaient pratiquement actées. Si on devait résumer un peu toute cette expérience, le fait de travailler en couple, selon toi, quels sont les avantages à se lancer à deux dans un projet entrepreneurial, si on devait résumer tous les avantages? Alors, on va 2 fois plus vite en fait. Euh, on va 2 fois plus vite parce que quand on se lance, on est sur tous les fronts. Et puis, le fait d'être à deux, on peut faire 2 fois plus de rendez-vous. On a 2 fois plus d'énergie. Et puis, on a quelqu'un qui inconditionnellement est là pour vous soutenir. Et vous le soutenez aussi. On est dans le même bateau, en fait. On rame ensemble. Voilà, au départ, c'est juste une force. Donc, je dirais que ça, c'est le plus gros avantage, c'est qu'on n'est pas seul. Et au démarrage, on nous avait bien expliqué que dans l'entrepreneuriat, on allait souvent se retrouver seul. Et quand on est à deux, on est un petit peu moins seul. Et voilà, on se connecte un peu plus à nos deux énergies et on en a besoin. Donc ça, c'est le principal avantage. Après, s'il y a un autre avantage à ça, j'ai envie de dire que on va toucher des publics différents en fonction de nos personnalités aussi. Donc, moi, je vais peut-être accrocher un certain type de personnalité. Cristiano va en accrocher d'autres. Et du coup, finalement, tout ça va revenir à petit-fils. Et puis, on va avoir 2 fois plus d'idées aussi. Deux cerveaux valent mieux qu'un. Et moi, je ne peux que le recommander à partir du moment où les tâches et les compétences sont complémentaires. Vous ne pouvez pas avoir 2 patrons. Vous ne pouvez pas avoir 2 directeurs commerciaux, 2 directeurs RH, ça ne marche pas, quel que soit le type de partenariat. Et si on devait résumer à l'inverse les risques qu'il y a à entreprendre en couple, je sais que pour vous, apparemment, ça fonctionne très bien, mais à ton avis, quels sont les plus gros risques, les risques les plus probables? Le risque financier, ça c'est celui qui m'a semblé à moi le plus évident. On met les œufs dans le même panier. Si à un moment donné, on n'est pas au niveau des objectifs souhaités, il n'y aura peut-être pas de quoi sortir de salaire. Donc ça peut remettre en question tout l'équilibre familial derrière au niveau des dépenses. Et ça, il faut pouvoir l'anticiper et puis il faut avoir des réponses à ça. Et dès le départ, on s'est dit, pour répondre à cette angoisse qui était quand même là, on s'est dit, si ça marche pas, comment on fait? Et mon mari s'est naturellement positionné, il a dit, écoute, si ça marche pas suffisamment pour tous les deux, moi je repartirai et je retrouverai du travail. Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Si demain ça capotait au niveau du couple, est-ce qu'on serait capable de continuer à travailler sereinement au sein de l'entreprise? J'ai envie de dire, nous, on s'est toujours dit que oui, parce qu'on a 20 ans derrière, qu'on se connaît très bien et que moi, quand j'ai réfléchi à l'entreprise, je me suis dit, de façon tout à fait dépassionnée, j'ai essayé de me dire, OK, est-ce que vraiment, au-delà de l'amour et de toute la rondeur que ça peut apporter au niveau du profil et de la façon dont on voit l'autre, est-ce qu'aujourd'hui, il va pouvoir vraiment être aux attentes que tu as par rapport à l'aspect commercial, par rapport au rôle qu'on lui a défini? Est-ce que c'est la bonne personne? Je me suis posé ces questions. Et s'il est là aujourd'hui avec moi, c'est que je me suis dit, oui, c'est la bonne personne, j'ai pleinement confiance en ses compétences. Et donc, si demain, ça devait capoter d'un côté, on ferait en sorte de cloisonner de l'autre. Mais ça, c'est important de se poser ces questions-là. Est-ce que l'autre est la bonne personne pour travailler avec soi? Eh bien, justement, c'est une très bonne transition parce que je voulais te poser cette question qui était quelles sont les bonnes questions à se poser justement quand on entreprend en couple. Il y a cette question de savoir si on est capable de travailler avec l'autre, mais à ton avis, est-ce qu'il y a d'autres questions vraiment très importantes à se poser? La question que j'avais évoquée précédemment, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un des deux qui sera obligé de quitter le navire. C'est qui? Ok, c'est toi, ça marche. Ça, c'est une question à se poser si toutefois il fallait qu'on adapte la situation de l'entreprise en cas de difficulté. Et ça, c'est une question que vous vous êtes posée ouvertement ou pas? Oui. Ah oui. Alors par contre,
On a vraiment mis carte sur table parce que on a eu pas mal de projets personnels, on a fait quelques investissements et qu'on a forcément un certain... Enfin, il faut qu'on assure sur le crédit de la maison, sur les écoles des enfants, enfin tout ça. Et donc, à un moment donné, on a beau essayer de faire des économies à droite, à gauche, si ça marche pas, autant qu'on le souhaiterait, pour 2 salaires en tout cas tout de suite, il faut qu'on ait vraiment les capacités de rebondir. Et ça, du coup, on s'est dit qui part et qui fait quoi. On se les est concrètement posées. L'autre question essentielle, surtout quand il y a une famille derrière, c'est comment on va gérer la logistique. Ça, c'est une vraie question. La société, elle n'est pas préparée, ou en tout cas, elle n'est pas adaptée aux entrepreneurs. Il y a des horaires pour les garderies. Voilà, il y a des aspects logistiques essentiels. En permanence, on s'adapte à l'entreprise, on s'adapte à son rythme. Aujourd'hui, c'est juste un petit peu compliqué de vraiment anticiper les choses parce qu'on n'a pas encore vécu une année pleine. On y arrive, là, dans 2 mois, on aura vécu la première année. Mais ça y est, on commence à voir un petit peu les temps forts, les temps un petit peu moins forts. Donc là, on va pouvoir se projeter un petit peu plus. Mais au démarrage, il faut qu'on soit hyper souple, d'un côté comme de l'autre. Et la famille s'adapte aussi. Voilà, on est en train d'adapter le cocon à cette situation professionnelle. Et du coup, oui, tu parles du fait que vous avez bientôt bouclé une année complète en tant qu'agence ouverte. Quel bilan tu fais de ces premiers mois d'activité ? Pour moi, c'est du bonheur. Voilà. C'est du bonheur parce que ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Voilà, je cherchais une certaine forme de liberté. J'ai cherché du sens à ce que je faisais. J'ai cherché à partager, d'aller jusqu'au bout du partage avec mon mari. C'est d'abord du bonheur et après, c'est très intense. Il ne faut pas se cacher, on travaille beaucoup. Et enfin, si tu devais résumer en une phrase ton aventure entrepreneuriale avec Cristiano, qu'est-ce que tu dirais ? C'est 2 mondes qui se sont rencontrés, Cristiano et moi. Lui est sud-américain, moi je suis européenne, française. Et finalement, c'est le soleil qui a rencontré le vieux continent. Et avec lui, je m'autorise à rêver grand. Et finalement, je dirais qu'on est un peu le yin et le yang, quoi. Eh bien, parfait. Du coup, merci Katia. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre aventure entrepreneuriale. Merci Steven. Vous l'aurez compris, entreprendre en couple n'est pas une décision à prendre à la légère. Cela nécessite de se poser les bonnes questions pour savoir si vous êtes bien en mesure de vous lancer avec votre moitié. C'est pourquoi nous recevons désormais Noémie Amoudi. Bonjour. Noémie, vous êtes associée chez KPMG France. Vous avez entendu l'interview de Katia. Déjà, j'ai une première question. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle ressort des choses très positives de l'entreprise et le fait d'avoir entrepris avec son mari. Elle n'a pas balayé les points d'attention qu'il fallait retenir, mais elle en ressort grandie et une expérience prise de façon très positive. À votre avis, quels sont les avantages notables à créer une entreprise en couple ? Le premier avantage qui me vient, c'est qu'on se connaît. Donc, quand on choisit d'entreprendre, on peut le faire seul ou à 2. Quand on le fait seul, on n'a pas de questions à se poser. Quand on le fait à 2, il faut trouver la bonne personne avec qui s'associer. En général, quand on le fait en couple, on connaît la personne. Donc ça, c'est un des avantages premiers. C'est un avantage. On pourra voir aussi que c'est un inconvénient, mais déjà, on se connaît. Il y a un partage des responsabilités qui aussi est important quand on entreprend à 2 et notamment en couple. J'y vois aussi un intérêt de motivation, c'est-à-dire qu'il y a une notion de... On est là l'un pour l'autre, on se motive, on se soutient. Et à travers le couple, on se soutient forcément plus fort et différemment que des associés tiers. Il y a un effet de synergie fort, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, qui est
noté et notable à chaque fois qu'on peut entreprendre en couple. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal d'avantages qu'on peut souligner. Je suis assez d'accord, c'est déjà pas mal d'avantages qu'on peut souligner, ça fait quand même pas mal de points positifs. Mais après, on est aussi d'accord pour dire que tout n'est pas tout rose dans la vie et qu'il y a forcément aussi des inconvénients. Vous, comme ça, quels seraient les inconvénients que vous signalerez à un futur entrepreneur par rapport au fait d'entreprendre en couple? Je pense qu'on peut isoler 2 plans, un plan humain et un plan financier. On va commencer par l'humain parce qu'on est en train de parler de couple, donc on est en train de parler d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, peu importe le sens. Entreprendre en couple, alors se connaître c'est bien, par contre il faut accepter de se voir différemment et accepter de faire des compromis et des concessions. On n'est pas à la maison, on est au travail, donc ça engendre de voir son conjoint, son pax, son compagnon différemment. Il faut être capable de... ça me fait sourire, mais est-ce qu'on est capable de supporter l'autre 24/24 au final? Est-ce qu'on est capable de le voir différemment et être capable de le supporter une journée entière, en plus de la deuxième journée à la maison, avec ou sans les enfants? Donc ça, c'est le premier risque humain. Ça rend poreuse la frontière entre le pro et le perso, et il faut l'avoir bien en tête. Donc ça, c'est le premier risque humain. Il faut pas que ça nuise, ni au couple en premier, ni au travail. Et donc ensuite, on va évoquer aussi les risques financiers, parce que forcément, il y en a. Oui. Alors, le risque financier, c'est quand on se lance à deux, il faut prendre en considération que, en règle générale, il y a une baisse de revenus quand on crée la structure. Donc, il y a une baisse de salaire pour les deux personnes du foyer fiscal. Donc, une baisse de ressources pour l'intégralité de la famille. Il faut l'avoir en tête, donc il faut prévoir, il faut anticiper, il faut anticiper et avoir un peu de liquidité de côté, faire un prévisionnel juste. Et moi, je dis toujours aux créateurs qui viennent nous voir de combien vous avez réellement besoin pour vivre de façon juste et honnête, sans porter de jugement. Certains ont besoin de 500, certains ont besoin de 3000 par mois. On n'a aucun jugement à porter là-dessus. Par contre, il faut que eux en aient conscience et définir la somme en dessous de laquelle ils ne peuvent pas descendre. Et quand on fait le prévisionnel, voir si c'est faisable ou pas. Donc on fait une hypothèse basse. Quand on fait le prévisionnel, on va dire pas trop optimiste, pas trop pessimiste, mais une hypothèse basse, on voit si ça passe ou pas. Et tout de suite, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on arrête tous les deux? Est-ce qu'il y en a un des deux qui arrête? Si on a un des deux, lequel? Se mettre d'accord dès le démarrage pour pas qu'il y ait j'allais dire de drama, mais pour dépassionner un peu le sujet financier. C'est un sujet qu'il faut aborder dès le démarrage et ça peut être un des inconvénients, la perte d'équilibre financier en création. C'est exactement d'ailleurs ce que mentionnait Katia dans son interview. Vous, justement, dans votre métier, votre quotidien, généralement, c'est le principal problème que vous mettez en avant pour les porteurs de projets. Est-ce que vous avez souvent des exemples de porteurs de projets qui n'y avaient pas forcément bien réfléchi, ou généralement c'est un sujet qui est plutôt bien envisagé? Alors, sujet bien envisagé, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, notre rôle en tant qu'expert comptable, quand on fait le prévisionnel et le business plan de démarrage d'activité, on a un rôle très pédagogique et c'est, j'allais dire, l'intérêt principal du prévisionnel, parce que des chiffres, on est à peu près tous capables de les aligner. Je dis toujours que le nerf de la guerre, c'est le cash. On peut faire le plus beau métier du monde, on peut s'épanouir le plus possible et on a souvent des reconversions. Et le fait de trouver un métier qui a du sens est un moteur pour les porteurs de projets. Mais il ne faut pas occulter l'aspect financier et la notion du minimum vital est important. Et on le fait systématiquement à chaque fois qu'on fait un prévisionnel avec des porteurs de projets. On peut juste rappeler quand même qu'il y a des aides pour les porteurs de projets avec une prise en charge
avec le Pôle emploi en fonction de la qualité du porteur de projet. Il y a des aides et il faut aller chercher les aides justement pour pallier l'absence de revenus créés par l'entreprise. Oui, il est vraiment important de bien préparer son projet dans son entièreté avant de se lancer officiellement. Et du coup, on commençait à parler des questions qu'on devrait se poser lorsqu'on veut se lancer en couple. Si on devait essayer de résumer les questions les plus importantes à se poser, celles qu'il faut impérativement se poser lorsqu'on se lance en couple, quelles seraient-elles ? De la même façon, on va pouvoir réfléchir sur plusieurs niveaux. On a de l'humain, on a du financier, on a de l'organisationnel, on a du juridique. Donc la première que j'évoquais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est capable de travailler une journée ensemble ? Est-ce qu'on a une communication suffisamment ouverte entre nous pour se dire les choses sans passion et de façon juste comme au travail ? C'est pas la même qu'à la maison. La notion de liquidité qu'on vient d'évoquer. Donc, est-ce qu'on a suffisamment de liquidité pour subvenir aux besoins personnels mini ? En cas d'échec, on fait quoi ? Donc, un seul, les deux ? Donc, ça, on en a parlé. Il y a une notion d'organisation, pro et perso. Donc, la première question, et qui peut paraître la plus basique, c'est est-ce que les deux ont le même objectif de développement de l'entreprise ? Est-ce que les deux ont la même vision à court terme, à moyen terme et à long terme de l'entreprise ? Donc ça, c'est important et ça, on le voit au démarrage de la structure quand on fait le prévisionnel. Le prévisionnel, je rappelle, ce n'est pas uniquement que des chiffres. Il y a toute une stratégie et un plan de route à mettre en place et c'est le plus important. C'est le plus important quand on fait le prévisionnel. On a des questions très pratiques. Combien de temps ça va nous prendre ? Est-ce qu'il y a des enfants ? Est-ce qu'il faut aller les chercher ? Comment on gère Katia en a parlé. Comment on gère les congés ? Comment on gère les loisirs ? Alors on va dire qu'en création, on limite un peu les loisirs, mais pour les enfants, parce qu'eux n'ont rien demandé. Donc s'il y a la danse à 17h tous les mercredis, qui va à la danse à 17h le mercredi ? C'est important. Donc il faut organiser du mieux qu'on peut, planifier le pro, le perso, en sachant qu'à chaque fois qu'on planifie, ça se passe jamais comme on veut, mais en tout cas, on a fait l'effort d'eux et on a la capacité de se retourner. Il faut être très agile au niveau de l'organisation. Et aussi une question que je pose souvent, que les porteurs de projets se posent souvent, c'est où est-ce qu'on s'installe ? À la maison, dans un local à part. Donc il y a une notion de coût. On se dit à la maison, ça peut être intéressant. Dans un espace à part, un local ou une boutique, ça peut coûter un peu plus cher. Alors on se dirige vers des espaces de coworking. Il faut prendre à chaque fois les côtés positifs, les côtés négatifs, que ça soit financier ou personnel. Et ce que je dis toujours aux porteurs de projets, c'est que même si c'est à la maison, il faut que ça soit une pièce dédiée et être capable de fermer la porte et de ne pas emmener les soucis pro dans la salle à manger. Et peut-être encore une question à se poser et qui est primordiale, c'est une question qu'on pourrait qualifier de juridique, c'est la répartition du capital. C'est toujours, c'est là que commence le plan de route, le compromis et la concession dans le couple, pardon. Le fait de faire du 50-50, c'est une fausse bonne idée. C'est louable et on a beaucoup de porteurs de projets qui disent on est ensemble, on est fort, il ne va jamais rien nous arriver. On fait du 50-50. Et notre job à nous, en tant qu'experts comptables, c'est de leur exprimer que c'est jamais du 50-50. À la limite, c'est pas du 50-50, donc après on fait ce qu'on veut, on fait du 51-49. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision, qui ait la capacité juridique de prendre une décision. Il faut que ça soit clair, il faut que les rôles soient définis dans le travail. Qui prend la décision en cas j'allais pas dire de litige, mais en tout cas de mésentente sur un sujet. Donc la définition des rôles est aussi une question à se poser quand on veut entreprendre en couple. Et pour les récalcitrants qui veulent absolument faire du 50-50, il faut envisager une notion de pacte d'associés. Donc c'est un peu de juridique, mais on peut le mettre au démarrage quand le 50-50 est un critère absolu pour les porteurs de projets. Et ce pacte d'associés va permettre à travers des clauses, de définir l'organisation du pouvoir et de définir comment on résout une mésentente entre les associés.
Donc savoir qui prend le lead ou la nomination d'un médiateur, par exemple. D'ailleurs, on le voit bien dans l'exemple de Katia que, a priori, les rôles ont bien été définis. On Oui, voit c'est que très important. Katia, c'est elle qui chapeaute le projet et que Cristiano est beaucoup plus dans l'opérationnel. Oui. Et ça, la définition des rôles, c'est vraiment un des facteurs clés de succès. Déjà pour pas se marcher dessus, parce qu'au final, à la maison, tout le monde participe et tout le monde s'entraide. Là, il faut vraiment que la définition des rôles soit claire. D'abord pour le couple, et quand je dis le couple, pour les deux entrepreneurs, pardon, et ensuite pour les éventuels collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule tête, un seul patron, et que chaque collaborateur sache à qui demander en fonction du sujet à traiter. Donc moi, j'avais une question vraiment pratique. Quand on souhaite entreprendre en couple, c'est plus facile de le faire en étant marié ou pas? J'allais dire, de toute façon, en général, quand on ne se marie pas juste pour entreprendre, et en général, quand c'est une situation de fait, on est déjà marié ou on est déjà pacsé, mais on ne va pas juste se paxer ou se marier pour entreprendre. Marié ou pas, ça ne change pas grand-chose. Il y a juste qu'on a il va falloir prêter attention à différentes choses. C'est-à-dire que si on est marié, clairement, il va falloir prêter attention à notre régime matrimonial. Vérifier dans quelles conditions les biens personnels ne peuvent pas être pris. Ou en tout cas, est-ce qu'on met en jeu les biens personnels. Donc, si les gens sont déjà mariés, le régime matrimonial est déjà là. Donc, il y a contrat ou absence de contrat. Si absence de contrat, on n'a pas de... il y a absence de contrat, donc il faut se protéger différemment, voire faire un contrat a posteriori. Et s'il y a un contrat de mariage, en fonction de ce que c'est, si c'est une séparation de biens, si c'est, j'en sais rien, une communauté universelle, il va falloir tricoter autour pour aménager et protéger les deux entrepreneurs. Et pareil pour le Pacs. Et si le couple les deux entrepreneurs ne sont ni mariés ni pacsés, ça ne change pas grand-chose, hormis leur situation fiscale, mais la notion humaine de couple et la notion financière reste la même. Imaginons que nous avons certains auditeurs ou auditrices qui décident finalement de se lancer dans l'entrepreneuriat en couple. Quelles sont les démarches à entreprendre, notamment au niveau du statut juridique de l'entreprise? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc là, on est en train de parler du choix du statut juridique, qu'on soit en couple ou pas. C'est une première question, parce qu'il y a différents statuts juridiques, seul ou en couple. Donc là, je pars du principe que le postulat de base, c'est que les deux font partie de la structure et donc participent au capital. Pour choisir le statut juridique, il y a plein de critères à prendre en considération. Donc le premier, c'est est-ce qu'on a envie de s'associer ou non. Là, c'est réglé. Quel régime social nous souhaitons avoir. Donc il y a notamment dans entreprendre en franchise, les stats sont là. On a beaucoup de SARL et beaucoup de SAS. Donc ce sont des sociétés de capitaux à responsabilité limitée. Et le critère discriminant entre la SARL un des critères discriminants entre la SARL et la SAS, c'est la protection sociale. La protection sociale de l'entrepreneur. Donc il y a une vraie question à se poser avec les porteurs de projets sur la notion de rester assimilé salarié ou d'être assujetti à la sécurité sociale des indépendants. Et donc pour répondre à cette question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et si c'était le cas, tout le monde serait en SARL ou tout le monde serait en SAS. Ça se saurait. Il y a une liste de critères à pointer avec les créateurs pour savoir ce vers quoi il est plus intéressant pour eux d'aller en fonction de leur âge, en fonction de ce qu'ils ont fait avant, s'ils étaient déjà salariés, s'ils étaient travailleurs non salariés, s'ils ont des enfants, s'il y a des biens à protéger, s'il y a pardon de l'exprimer, mais s'il y a des maladies particulières. Il y a des critères à prendre en considération pour choisir son statut juridique. Mais il n'y a pas une réponse universelle. Très bien. Et enfin, pour terminer, si vous ne deviez donner qu'un conseil à un couple qui serait sur le point de se lancer dans l'entrepreneuriat, quel serait-il ?
de s'organiser. L'anticipation et l'organisation, c'est la clé du succès. Parfait. Eh bien, je vous remercie, Noémie. Merci. C'est la fin de ce premier épisode d'Entreprendre Quelle idée, un épisode qui, je le rappelle, était consacré à l'entrepreneuriat en couple. Si vous avez le projet d'entreprendre à plusieurs, nous espérons que nous vous avons aidé à y voir plus clair. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement par mail à l'adresse podcast.franchise@petit-fils.com. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Enfin, n'hésitez pas à liker et à commenter notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Vous avez forcément quelqu'un de votre entourage qui envisage de devenir entrepreneur dans un futur proche. Pour ma part, j'espère que vous avez passé un agréable moment à mes côtés et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Entreprendre Quelle idée. À bientôt!